Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission 7-8 débat. Après les nombreuses polémiques sur le coût et l'utilité de certaines lignes du Grand Paris Express, le Premier ministre Édouard Philippe a développé ce matin le nouveau calendrier des chantiers. Si l'ensemble des lignes de métro sont maintenues sans modification du tracé ou de suppression de gares, c'est au prix de quelques sacrifices. Le montant global des travaux doit être réduit et la livraison de certaines lignes reportée. Ce qui impacte le premier tronçon de la ligne 18 entre Orly et Saclay qui sera retardé de 2 à 3 ans. Quelles seront les conséquences de ce report et faut-il encore croire à cette nouvelle annonce? Pour débattre de ces questions, j'accueille autour de moi Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Didier Bécher, député de La République En Marche des Yvelines, Daniel Denis, coordinateur des maires et associations opposées à ce projet, et enfin Earl Smith, coordinateur du collectif Colosse, un groupe de réflexion sur l'aménagement urbain Saclay-Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir à vous tous et merci d'avoir participé à cette émission. Alors le tronçon Orly-Saclay était tout d'abord prévu pour 2024. Aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé qu'il sera au plus tard délivré en 2027. La ministre des Transports a dit que ce projet en fait n'était pas tout à fait une priorité, qu'il était recalé. Monsieur le député, est-ce que votre gouvernement considère que le développement de Saclay n'est pas une priorité in fine ? Est-ce que pour vous, c'est un camouflet? Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, moi, j'étais à cette réunion. Par contre, je n'ai pas entendu la ministre dire que ça n'était pas une priorité. Donc, au contraire, j'ai entendu que c'était un chantier recalé. Non, j'ai entendu très précisément qu'il y avait 3 objectifs pour le Grand Paris Express et que dans le premier objectif qui était cité, c'était le rayonnement économique. Et elle a pris l'exemple du plateau de Saclay. Donc non, je pense qu'il y a une vraie priorité. Après, il y a un moment donné, en fait, dans ce projet, dans l'ampleur, les 200 km de métro souterrain qu'on doit réaliser en Ile-de-France, il y a une nécessité d'un discours de vérité. Et si on parle de recalage, c'est parce que probablement depuis 10 ans, on se raconte des histoires qui font qu'on n'aboutit nulle part. Et aujourd'hui, il faut décider, parce que les travaux commencent. Le chantier du Grand Paris Express a commencé. Et les travaux pour la ligne 18, pour ce qui nous concerne, vont aussi commencer dès 2018 à Massy. Donc c'était important d'avoir une décision. Mais c'est quand même une reculade après l'annulation de l'exposition universelle. Maintenant, on apprend que la ligne 18 sera in fine retardée, alors que vous et votre voisin, M. Fourgousse, vous avez quand même signé une lettre ouverte pour demander justement le maintien de la ligne 2000, pour que la ligne soit ouverte en 2024. Bien sûr, on s'est battu. Moi, je voudrais juste qu'on fasse un retour arrière au mois de septembre. Et si vous vous souvenez, au mois de septembre, en fait, le tronçon Saclay-Versailles, donc qui passe par Saint-Quentin, était potentiellement en train de disparaître. Oui, là, ils ont annoncé que ça n'allait pas bouger, ce sera toujours... Ça n'allait pas bouger. Je me 2030. souviens très bien de ce déplacement d'Elisabeth Borne sur le plateau de Saclay, chez VDCom, à qui nous avons fait dire très précisément à ce moment-là, et c'était un long travail de préparation qui a mené à cette décision, que la ligne 18 irait jusqu'à son terme. D'accord. Est-ce que vous partagez cette opinion qu'in fine, tout va bien, ou peu importe ce report ? Non, mais il faut être plus... Il faut parler du fond, c'est la forme, la communication. Il y a quand même 2 à 3 ans de retard sur la livraison. La classe parlante, comme on dit en France. Enfin, quel est le contenu, quoi. On parle d'un projet... un modèle d'hypercroissance dont la France a besoin. Je veux dire, si vous ne faites pas une hypercroissance de 3%, vous ne pourrez pas payer vos retraites, tout le monde le sait, personne ne le dit. Enfin bon, vous ne pourrez pas payer vos fonctionnaires, ni leurs retraites, ni... C'est grave. Mais cet impact, justement, quel impact économique ça aura sur Saint-Quentin en Yvelines ? Déjà, quand on vous dit 25 milliards, un projet, bon, ensuite on vous dit 38, qu'est-ce que c'est ? Mais qui pilote les prévisions? Déjà, il y a un problème de sérieux quand même. Deuxièmement, quand on dit en communication, un coup, on dit... on sait que c'est 2024, on a passé un accord pour avoir les Jeux Olympiques, pour aussi avoir cette ligne en 2024, ainsi que les engagements qu'on a pris avec les entreprises de Paris-Saclay, avec les laboratoires, avec les grandes écoles. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire de remettre des délais comme ça? Soit la France est en faillite, et puis bon, faut le dire, et puis on va trouver les bonnes solutions, mais il ne faut pas dire autre chose à des acteurs locaux comme nous, qui prenons des engagements. On est sérieux, on vient de l'entreprise, on est des entreprises sérieuses. Donc pour vous, on ne peut pas avoir des variations de budget ni de délai comme ça. On va laisser réagir les personnes qui sont opposées à cette ligne. Vous, est-ce que pour vous, il y a une demi-victoire, in fine ? Non, ce n'est pas du tout dans ces termes que ça se pose. Je crois que le problème est très sérieux. Je suis assez d'accord avec la façon dont vous le posez, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve de vérité. Parce qu'il est évident que ce n'est pas le gouvernement actuel qui a apporté le passif de cette différence d'évaluation entre les 19 milliards et les 38 où on en est. C'est la Société du Grand Paris qui a explicitement fléché une somme qu'on savait fausse,
pour simplement rendre davantage acceptable l'idée de faire ce vieux projet de M. Christian Blanc. Ça date de 2006, cette affaire. Donc, de ce point de vue, l'erreur initiale, en quelque sorte, ça a été les évaluations premières, notamment au moment, et nous on s'en est saisi au moment de l'enquête d'utilité publique, où on a dit mais les évaluations ne sont pas fondées. Or, on en a fait un recours en Conseil d'État, donc entre parenthèses, il faudra peut-être attendre éventuellement la réponse du Conseil d'État avant de commencer les travaux, sinon ça pourrait mal finir en vérité. Donc on a déposé un recours, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Ça on va en parler tout de suite, mais là oui, la question sur la question financière qui a été évoquée, oui. il y a quelque chose qui ne fonctionne pas depuis le début. C'est-à-dire il y a un mensonge effectif au montant de cette affaire. Nous, on l'a dit, on a suggéré qu'il y avait des montants qui étaient inexacts, on en a fait un élément du recours, et qu'est-ce qu'on fait quand on lit le rapport de la Cour des comptes il y a un mois? C'est 140 pages extrêmement instructives dans lequel on a tout à fait la confirmation de notre approche. C'est-à-dire que le modèle économique initial a été fait, en fait, pour tromper l'opinion publique. Pour lui dire, on va le faire, parce qu'on peut le faire. Maintenant, on dit, on ne peut plus. Vous, est-ce que vous partagez notamment, pour vous, est-ce que c'est une demi-victoire ou pas, ou in fine, est-ce que pour vous, cet rallongement, ça vous permet de mieux structurer justement les personnes qui sont contre ce projet? Est-ce que vous gagnez du temps, in fine? Ce rallongement en soi, il n'est pas significatif, sauf que maintenant, il va falloir trouver d'autres solutions. Il devient plus urgent encore de trouver d'autres solutions que celle de la ligne 18, qui n'est pas une solution, qui n'est pas pertinente comme solution. On a démontré récemment, lors des assises de la mobilité, que la ligne 18 connecte des bassins d'emploi qui n'ont rien à voir entre eux et que son tracé est perpendiculaire partout, ce qui est perpendiculaire aux principaux flux de déplacement, en particulier dans le secteur de Saclay. Les flux de déplacement sont nord-sud, ils ne sont pas est-ouest. On va laisser répondre... Je voudrais prendre un exemple très concret pour qu'on sache de quoi on parle. Lundi cette semaine, j'étais sur le plateau de Saclay, sur le campus de ParisTech, pour commencer à travailler sur des sujets d'analyse de big data avec une école prestigieuse qui est localisée, l'ENSAE, en fait, qui est localisée là-haut. Et j'étais l'après-midi avec RTE et Enedis qui travaillent sur l'énergie, le transport de notre énergie. Ces deux discussions au même moment sur des territoires qui peuvent sembler très éloignés quand vous n'avez pas de transport pour faire le lien entre les deux font que ces deux acteurs extrêmement importants de l'économie ne se parlent pas naturellement. Or, Enedis ou RTE aujourd'hui a besoin de la puissance de la big data, de l'analyse des données pour pouvoir faire des économies d'énergie et remplir les décisions que nous avons prises en matière de réduction énergétique. Avec la ligne 18, le flot des étudiants et des entreprises se trouvera extrêmement simplifié entre le plateau de Saclay et 50%. C'est 3% du trafic total. 3%. Monsieur, encore une fois, vous savez, quand l'enquête a été ouverte, on parlait de 100 000 passagers. La dernière étude que Saint-Quentin-en-Yvelines a fait, on parle d'aller jusqu'à 200 000. Donc, vous savez, plus le temps va avancer, mais écoutez, parlez avec les gens qui vont au CEA tous les jours et qui habitent Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça n'a rien à voir avec les plaisanteries. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. On a habitent Saint-Quentin et qui vont au CEA. Non, franchement, je vous assure, je pense que... Parlez aux étudiants qui vont à d'Enfer-Rochereau et qui doivent aller à l'université de Paris-Sud et qui habitent Saint-Quentin-en-Yvelines. Demandez-leur la galère qu'ils ont tous les jours. Oui, mais demandez-leur combien ils sont. Développer des relations puissantes entre nos entreprises à Saint-Quentin-en-Yvelines sur le futur plateau de Satory et Saclay, c'est ça l'avenir dont nous avons besoin. Ils ne vont pas faire la pendule à longueur de journée. Ils communiquent par Internet, évidemment. Réessayons notamment nous concentrer sur aujourd'hui. Monsieur Smith, s'il vous plaît, on va essayer de se concentrer notamment sur aujourd'hui parce que... C'est plus vivant si on... Non, c'est très bien, mais la ministre a fait une nouvelle annonce, notamment sur le renforcement du réseau de bus. Monsieur Fourgousse, est-ce que c'était quelque chose que vous attendiez, notamment de cette solution, avoir davantage de bus entre Massy et Saint-Quentin-en-Yvelines? Enfin, rajouter une ligne supplémentaire parallèle à une route, il faut voir ce que ça veut dire. Sortir ça, c'est pareil. On a une classe parlante dans ce pays, mais j'accuse ni la gauche ni la droite. C'est une espèce d'élite qui en fait, aujourd'hui, travaille sans concertation avec les élus, je vous le dis. Nous, on est sur le terrain, donc on voit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais est-ce que ça va dans votre sens? Mais c'est une bonne intention, mais est-ce que c'est réalisable? Non, de toute façon, vous avez, et pour reprendre ce que disent nos deux messieurs en face, là, on a l'impression que vous n'êtes pas conscient des problèmes que l'on a à résoudre. Alors, je ne sais pas quels sont vos niveaux de responsabilité, mais
Paris-Saclay, vous êtes contre Paris-Saclay, c'est-à-dire si vous êtes contre le développement, contre de donner les moyens de transport, les moyens universitaires, les grandes écoles qu'on fait venir, les entreprises, les meilleurs laboratoires, vous dites non, les chiffres, non, il n'y a pas vraiment besoin d'une ligne de transport. Mais vous savez que tous les élus, en vous écoutant, ils vont bloquer tous les projets de développement de cette zone-là. Si c'est ce que vous voulez. Mais vous êtes représentatif là en disant ça. Enfin, les gens qui ont pu leur retraite qui n'est pas financée, ils sont au courant de ce que vous dites là. Ce comput d'emploi, il y a 6,5 millions de personnes comput d'emploi. Vous venez de voter, vous venez de voter un déficit. Laissez-moi terminer. Vous venez de voter un déficit de 84 milliards. Mais est-ce que vous réalisez, non? Une réponse? Et vous êtes là à dire, mais non, nous, on n'a pas besoin, la croissance, tout ça, c'est des plaisanteries de chiffres. Mais attendez, mais on est sérieux, là. C'est important de réussir ce projet qui devrait être un modèle français pour nos chercheurs, pour l'excellence de nos chercheurs, de nos laboratoires, de nos écoles. Vous avez le plus beau projet de concentration estudiantine. On va laisser ces messieurs répondre. Ils ont bien compris votre attachement à ce projet-là. Il faut réussir ça. On va laisser répondre. C'est un discours du siècle dernier, messieurs. Les 3% de croissance dont vous parlez, c'est comme les 4% de Christian Blanc, c'est totalement hors de portée. On est aujourd'hui dans les 30 douloureuses, monsieur, et pas dans les 30 glorieuses. Donc on va pas vous payer votre retraite, si vous dites ça. Prenons encore une fois des exemples extrêmement concrets. Tout le monde. Monsieur Faugoust souligne la dimension académique, il a entièrement raison. Nous sommes en train de travailler sur la fusion de 3 universités sur le plateau de Saclay, dont celle de Saint-Quentin en Yvelines. Qu'est-ce qui va se passer si on ne peut pas transporter correctement des étudiants à travers ces 3 universités? 70 000 étudiants. Enfin, pour 50 ans en Yvelines, c'est la fin d'une dimension. Non, c'est la fin d'une dimension académique sérieuse. Oui, mais on a une université aujourd'hui ceux qui traversent le plateau, ils sont très très peu nombreux. Et un bus est amplement suffisant. S'il vous plaît, Daniel, on a les chiffres, monsieur. On a les chiffres. Et notamment sur finalement. Vous n'êtes pas tout à fait contre le développement, notamment universitaire, je suppose. Non, mais je suis professeur des universités. Quelles sont les alternatives alors à ce super métro que vous dénoncez? Moi d'abord, je souhaite qu'on parle tranquillement de tout ça. Parce que on n'est pas dans une foire d'empoigne. On est dans un projet qui maintenant a une douzaine d'années, qui est le projet qui a été lancé par Christian Blanc, qui est un projet qui est très clair et qui consiste à urbaniser l'ensemble de la région dense, comme il le dit, c'est-à-dire de faire un grand Paris, qui va être donc, dans les esprits de ses promoteurs, comme quelque chose qui doit être densifié. Alors, au départ, le projet, c'était de mettre 150 000 habitants sur le plateau de Saclay. Vous devez vous en souvenir, c'est au moment de l'OIN, de ce projet d'intérêt national. Ensuite, il y a eu des doutes. Je vois que pendant ce temps-là, on montre des images du plateau et de son agriculture. Il y a eu des réactions qui consistait à dire, mais ce plateau de Saclay, c'est les plus belles terres agricoles d'Europe, du point de vue du rendement, et il ne faut pas le saccager en l'urbanisant dans la totalité. Or, petit à petit, un certain nombre d'acteurs, et notamment tous ces maires qui sont dans les vallées et qui disposent du plateau de Saclay à leur guise, en quelque sorte, comme d'un terrain d'expansion, qui vise en fait à donc urbaniser. Donc je crois que c'est ça la grande question. Avant de reprendre point par point des questions plus sectorielles qui ont tout un intérêt évident, le développement de l'université et le rapport à la recherche et le rapport à l'industrie, ça c'est des vrais enjeux, je pense qu'on pourrait en parler de façon tout à fait convaincante entre nous, même si on n'est pas d'accord. L'enjeu de l'agriculture, donc il ne faut pas oublier quand même que ça existe et que l'enclave de la zone dite naturelle, qui est de 2300 hectares, très vite. Là, en fait, vous revenez notamment sur le problème de l'aqueduc du métro Je aérien, viens sur tout ce qui fait que la qui question du plateau de Saclay n'est pas une question qu'on peut réduire à un train électrique que des gens attendent parce qu'ils ont écrit au Père Noël pour avoir ce beau petit train qui va sillonner la campagne, même si c'est à 12 mètres d'altitude. Je ne suis pas sûr que les personnes qui sont confrontées tous les jours... Enfin, moi, vous savez, j'utilise les transports en commun pour me déplacer. Donc, et je suis arrivé en retard à la réunion du Premier ministre ce matin, encore parce que j'utilise les transports en commun tous les jours, donc je sais ce que c'est. Très bien. Je ne crois pas qu'on peut décrire les choses comme ça. Déjà, les terres agricoles, il y en a une grande partie sur le plateau qui ont été sanctuarisées. Tous ces débats, ils ont eu lieu, et moi je suis ravi, enfin on est tous passionnés par ce projet, et je suis ravi qu'ils aient eu lieu, sauf qu'à un moment donné, on fait ce grand métro. Moi j'ai habité 10 ans à Voisins-le-Bretonneux, donc je sais qu'on ne fera jamais du souterrain à Voisins-le-Bretonneux, parce que la maison que j'avais à Voisins-le-Bretonneux, elle était sur pilotis, parce que c'est des anciens marécages, etc. Tout le monde le sait, tous les gens qui habitent là le savent. Donc on peut, tout ça, ça a déjà été étudié. Donc il y a un moment donné,
c'est soit c'est souterrain, soit c'est aérien. Et je crois que les arbitrages, les enquêtes publiques, elles ont été faites. On doit avancer 12 ans, mais rendez-vous compte, c'est extrêmement long pour finalement arriver à un projet qui est quasiment le même que à l'origine quand il a été lancé. Pas du tout, il y avait il a été amendé. Oui. Non, c'était pas du tout. On revient notamment aujourd'hui sur le présent, justement, ça fait déjà 12 ans ça fait déjà pratiquement 10 ans que ça traîne, ça va encore traîner des années supplémentaires. Comment on fait pour améliorer aujourd'hui le quotidien par rapport à ce grand projet? Monsieur Fourgos? Déjà, on remet les élus autour de la table et je dirais qu'il y a quelque chose qui s'appelle la démocratie. Messieurs, on peut être en désaccord, c'est la règle. À un moment donné, la démocratie doit trancher, puis on doit la respecter. Bon, d'accord. Voilà, il y a des problèmes graves dans ce pays à régler, où il y a des opportunités extraordinaires qui ont été lancées avec Paris-Saclay, que ce soit la Silicon Valley à la française de demain, ou que ce soit. C'est bien que ça vous fasse, c'est que vous vous moquiez de ça. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant. La Silicon Valley, c'est pas fait. C'est mignon pour vous, un universitaire, c'est intéressant. Mais cela dit, à la Silicon Valley, vous verrez comment elle s'est faite petit à petit avec les acteurs. Non, mais s'il y a des gens, mais vous avez le droit d'être contre tout, même contre la croissance, que vous mettez tout la croissance qui est un mot. Voyons, on peut faire aussi de la croissance zéro, mais est-ce que les Français savent ce que ça veut dire? Comment améliore-t-on le transport au quotidien? Il s'agit d'être sérieux sur ce projet, il s'agit de donner des chiffres le plus vite possible, des chiffres bien vérifiés, voilà, et de mettre les élus autour de la table. Les élus peuvent aussi apporter une contribution bien sûr en termes de solutions, et même en termes techniques ou même économiques, mais on ne peut pas rester comme ça dans un débat où on a l'impression qu'on est insincère avec nous, qu'on ne nous fait pas participer et que pour sortir de ce problème, l'État dit il n'y a qu'à dire 2030. D'abord, la majorité ne sera pas forcément réélue en 2022. Qu'est-ce que ça veut dire démocratiquement de dire cela? Non, mais je dirais la même chose si c'était M. Fillon. C'est pas un problème. On va laisser répondre M. Bécher, notamment. Je pense qu'il faut distinguer ce qui est du rôle de l'État et ce qui va être du rôle de la région. Et je dis au passage, j'ai entendu Valérie Pécresse ce matin dire clairement qu'elle allait remettre les élus autour de la table pour la partie qui va concerner Île-de-France Mobilité. Parce que quand on parle d'ici à 2020, mettre un bus en site propre entre Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est pas forcément les maires des différentes villes qui vont décider. C'est quelque chose qui va se faire avec la puissance de la région et sûrement d'autres acteurs qui se mettront autour de la table. L'État a pris l'engagement clair, ferme, définitif d'engager les budgets à hauteur de 35 ou 38 milliards pour réaliser l'intégralité du Grand Paris Express, selon un calendrier qui a été défini ce matin. Alors après, est-ce qu'il ripera, est-ce qu'il ripera pas? Vous savez, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé ce matin encore dans la démonstration. Il y a aujourd'hui en France 4 tunneliers qui travaillent, il y en a 23 en Europe. Il y en aura 21 qui travailleront pour le Grand Paris Express. Donc imaginez le chantier pharaonique que nous sommes en train de mettre sur la table. C'est extraordinaire ce qui va se passer. Donc oui, il y a des aléas. Je pense qu'on les a tous en tête. Maintenant, le budget, il est sur la table. Il y a aussi une mission qui est confiée à Gilles Carrez, qui a quand même été longtemps président de la commission finances à l'Assemblée nationale, qui est un homme respecté et qui va regarder comment optimiser ce budget. De diminuer de 10% notamment le budget global. Mais vous, par exemple, vous n'êtes pas seulement opposé à ce projet-là, vous proposez notamment d'autres alternatives. Mais depuis longtemps. Et depuis longtemps. Et il faut bien le dire, on commence simplement à être écouté sur ce plan. Maintenant, il faut le préciser, vous auriez d'ailleurs pu y venir, vous étiez invité, plusieurs de vos collègues sont venus, M. Barrot est venu. Quelle solution? Ils sont venus à des assises qu'on a organisées, il y avait 500 personnes, il y avait des élus, et il y avait des techniciens, il y avait des urbanistes, etc. Et il y avait des spécialistes des transports, en particulier des transports dont on pense qu'ils sont utiles dès maintenant. Et non pas seulement dans 10 ans, puisque c'est le problème qui est posé. Et ça, les élus auraient pu quand même le savoir il y a 5 ou 6 ans, que même si c'était 2024, eh bien, on serait en retard par rapport aux besoins qui sont aujourd'hui. Donc, il y a des différentes propositions alternatives qui existent. Les autobus, je vois que tout le monde en rigole en disant, vous vous rendez compte, la Silicon Valley avec des autobus. Mais qu'ils aillent à la Silicon Valley voir comment ça se passe. Où il y a des autobus. Mais, au Canada, il y a les autobus. Au Québec, il y a du... J'y ai passé 3 ans. Voilà. Donc, des autobus, c'est pas ridicule. Avec le Wi-Fi à l'intérieur. On parle de services à haute valeur ajoutée. Pas forcément juste comme ça. Il y a les autobus. Il y a les discussions nombreuses qui ont été faites sur les téléphériques, parce que c'est la nécessité du trafic nord-sud qui n'est pas du tout des services, qui fait que les embouteillages sont causés par cette congruence entre un gros trafic nord-sud et un trafic est-ouest qui vient sur le plateau. Et là, on a le gros du problème, parce que 80% des gens qui viennent au boulot, ils viennent de l'Essonne ou du nord des Yvelines, c'est-à-dire ils sont dans du nord-sud. Donc la ligne 18...
si on enlève toute polémique de principe, je dirais, de dogme, eh bien, elle n'a pas sa pertinence par rapport à ce problème précis. Par contre, il y a de l'urgence, parce que les gens, maintenant, ils sont là, et donc, effectivement, faut les servir. Alors là, il est de fait que Mme Pécresse, qui d'ailleurs était pour un certain nombre d'aménagements du projet de ligne 18 initialement, a fait voter des vœux au Conseil régional au moment de l'enquête publique, et les poursuit maintenant pour qu'il y ait véritablement des alternatives qui soient apportées, notamment les téléphériques. C'est ça qui sont dans les urgences. Et si les élus veulent rendre service au projet, c'est pas de dire ligne 18 en trépignant, mais c'est de favoriser les transports qui vont amener les gens là où ils sont. Monsieur Smith, là-dessus, sur les... Je suis entièrement sur la même ligne. Et comme j'ai dit, le trafic entre pôles d'activité, il compte pour 3% du trafic total. Donc c'est totalement inutile d'acharner sur des solutions qui n'en sont pas. La solution dont on a besoin, c'est de faire venir les gens depuis les RER qui existent, qui passent juste à côté du plateau, ou le RERC de l'autre côté, pour faire des rabattements entre les RER et le plateau. Et ça peut se faire avec des téléphériques ou avec d'autres moyens que nous sommes en train de promouvoir, qui sont beaucoup plus puissants et qui seront là bien avant la ligne 18, bien avant les 10 ans. Au moins, ça va prendre au moins 10 ans, voire plus, parce qu'on parle aujourd'hui de 2027, mais évidemment, il va y avoir des retards supplémentaires. Hein, ça, ce n'est jamais que sur le papier, tout ça. On va voir, mais par exemple, c'est quand même maudit, parce qu'il y a quand même un problème sur ce tracé, parce qu'elle ne va pas faire la connexion avec le Saint-Quentin-Yvelines, la gare ERC. Donc, est-ce que ça, c'est audible d'entendre, notamment, de davantage développer les lignes de transport doux, tout simplement, au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines? En Yvelines, c'est le poumon économique de Paris-Saclay. Saint-Quentin, c'est le 2e PIB par habitant après Paris. La réussite du projet universitaire, 70 000 étudiants, c'est lié à cette proximité avec le monde de l'entreprise, où il y a un talent extraordinaire en plus. Bon. Donc si vous cassez ça, ce lien entre ces 70 000 étudiants et les meilleures entreprises, dans les meilleures entreprises françaises qui sont là, bon, vous cassez l'ensemble du projet. Or ce projet, c'est un modèle, alors vous avez le droit de penser différemment, mais c'est un modèle pour sortir la France de ces difficultés et qu'elle puisse. Je vous rappelle, mais je vous rappelle, d'ailleurs, je suis le seul à le dire ici, mais vous êtes quand même au courant que vous avez passé 100% de dette du PIB, messieurs. Vous êtes quand même au courant que c'est pas contre vous que je dis ça. Je ne pense pas que vous en soyez responsable, mais vous venez de voter un budget avec une prévision déficitaire de 84 milliards. De 84 milliards. Quand vous votez un budget avec un déficit de 80, comment voulez-vous de toute façon promettre pour 2030, 38 milliards. De toute façon, mais on est dans quel débat? Non, mais vous, visiblement, la variable économique, j'ai compris, ça vous intéresse pas. Mais ceux que ça intéresse. On va passer la parole à votre voisin. Ce que je veux redire pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est pas parce qu'il y a les 38 milliards sur ce projet de ligne 18 qui, encore une fois, est une colonne vertébrale, qui n'empêchera pas le maillage de tous les projets dont vous parlez. Le contrat État-région sur le développement du RERC, les travaux sur le RERC, le RER-A, le RER-B, il continue son chemin. Et personne ne dit, surtout pas, que parce qu'il y a la ligne 18, on va arrêter tous les travaux de rénovation du réseau ferré dont on a absolument besoin. C'est une évidence. Hein. Encore une fois, on est sur j'ai envie de dire une. Là, c'est pas les mêmes budgets. Non, c'est pas les mêmes budgets. C'est le contrat État-région. Et celui-là, il existe, il est signé, il est en place. Il a bien montré que les budgets ne sont pas du tout déconnectés. Hein. Il faut bien. L'argent, c'est l'argent des Français toujours au bout. Ça, on est d'accord. Il faut bien rembourser. Il faut bien rembourser. Il faut bien payer les intérêts. Bien sûr. Donc, mais l'engagement de Mme Pécresse, c'est pas pour. Mais nous semble crédible et on a la prévision budgétaire, on a les délais, etc. Là, reconnaissez même, on vient d'apprendre qu'on promet 300 milliards pour le budget de la défense en 2025. Enfin, puis tenez, mais moi j'entends tout ça, mais non, mais je vous dis, vous c'est pas votre parti, j'ai compris, mais 2030, on ne sait plus là. Comment voulez-vous que les élus derrière, nous on doit prendre des options sur le foncier, on a les gens qui bâtissent ces villes, qui doivent construire des projets de logement, mais tout le monde va tout paralyser, quoi. Mais je sais que c'est pas vous personnellement qui êtes justement. 2030, est-ce que c'est vraiment définitif du travail, enfin de la fin de la concertation, parce qu'il y a eu une concertation ces dernières semaines et qui a démarré au mois de septembre avec l'ensemble des élus. Moi, je retiens l'engagement du budget de 35 ou 38 milliards, parce que, comme vous le dites, Saint-Quentin-Est,
Guyancourt, Poisson-le-Bretonneux, on construit ou on ne construit pas des logements? Il y aura la gare, il n'y aura pas la gare. Donc ça, c'est entériné. La gare de 51, c'était là. On peut construire, on peut lancer les terrains. Satori, il y aura une gare, il n'y en aura pas. Satori, il y aura une gare à l'horizon 2030. Donc on peut relancer les travaux du plateau de Saclay qui étaient complètement à l'arrêt parce que... Est-ce qu'il y aura des transports pour le plateau de Saclay? Vous allez construire en disant en 2030, il y aura une gare. Vous allez lancer, investisseur, vous allez lancer un projet? C'est irresponsable. Hein. Est-ce que l'engagement des travaux qui vont démarrer 2018 ne seront pas le gage que la ligne va se faire effectivement? Moi, j'entends la responsabilité de l'État. Bah, vous verrez si les budgets sont engagés. Moi, j'entends que les budgets vont être engagés. Et la croissance? J'ai entendu très clairement le Premier ministre dire les budgets, donc les 35 ou 38 milliards, seront engagés dans la durée du quinquennat. Bah, on verra, ça ensuite c'est le temps qui nous le dira. Merci à vous d'avoir participé à ce débat passionnant et assez animé. Passionné, effectivement. Quant à vous, je vous donne rendez-vous sur notre site internet pour voir ou revoir cette émission. Passez une agréable bonne soirée et à la semaine prochaine.